Alors, avant de commencer, on va vous annoncer le programme. Donc, on va d'abord se présenter et expliquer pourquoi est-ce qu'on a créé les no-codeuses. Ensuite, on va un petit peu définir ce qu'on entend par le no-code, comment le no-code est apparu, etc. Dresser un état des lieux des outils no-code avec une petite sélection de notre part, suivie d'une petite démonstration. Et à la fin, on va vous parler d'un super event, mais Giovanna a déjà parlé de l'événement. Allez, c'est parti. Alors, je suis Elina et je suis consultante freelance en financement de l'innovation. Donc, avant ça, j'ai travaillé pendant 4 ans dans des organisations privées et associatives de tailles différentes qui vont de la PME à la start-up. J'ai commencé à m'intéresser au no-code en 2020, surtout parce que je voulais essayer de trouver des outils no-code qui me permettraient d'augmenter ma productivité ou, dans le cas de side project, et j'ai tout de suite été hyper conquise par la simplicité et la rapidité d'usage qu'offraient les outils no-code. Et le potentiel derrière est juste incroyable. Alors du coup, moi c'est Anaïs, je fais de la gestion de projet informatique, et je suis issue, d'une formation d'ingénieur en informatique. Donc pour la petite histoire, j'ai, eu l'occasion de coder, et de travailler sur des projets, notamment de développement d'applications mobiles, sur du natif, donc des applications conçues pour fonctionner, sur Android notamment. Et j'ai été très curieuse. Moi, j'adore apprendre des nouveaux, enfin tout ce qui est assez nouveau et tester donc le cross-platform, par exemple. Donc, concevoir des applications qui sont disponibles à la fois sur iOS et sur Android. Et c'est à peu près en 2019 que j'ai commencé à entendre parler des outils no-code, que finalement, j'ai commencé à être assez curieuse. Donc, avec Elina, on était toutes les deux très intéressées par le sujet. On a creusé, testé plein d'outils différents et finalement, en s'auto-formant, on est entré aussi dans une communauté où on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de femmes. Alors moi, ça fait écho aussi avec ce que j'ai vécu en école d'ingénieur, parce qu'il faut savoir que dans les écoles d'ingénieurs en informatique, il n'y a pas beaucoup de femmes. On était en moyenne 2-3 sur des promotions de 40-50 étudiants. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, donc c'est une problématique sur laquelle on veut agir. Donc le manque de femmes dans les métiers du développement et de la programmation. Et pour nous, le no-code, on le voit comme une opportunité de pouvoir faire un premier pas et de le voir comme une porte d'entrée vers les métiers du numérique. Alors, pour commencer, le no-code, qu'est-ce que c'est? Donc, quand on entend le terme no-code, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose qui s'oppose au code. Il faut savoir qu'en réalité, ça se définit comme un ensemble d'outils qui permettent, à travers une interface graphique et surtout sans taper une seule ligne de code, de créer des applications logicielles. Donc, on va par exemple pouvoir créer des sites web, créer des chatbots, des jeux vidéo, ou encore automatiser des tâches en utilisant des outils qui sont faciles à prendre en main. Donc, on entend aussi parler de programmation visuelle, et c'est peut-être même plus parlant, dans le sens où on a une conception qui est réalisée sans taper de ligne de code, mais en fait en utilisant des actions qui vont être disponibles directement depuis notre écran. Donc, si la personne finalement qui est derrière l'écran, elle ne code pas, donc elle ne tape pas des caractères sur son clavier qui vont être comprises ensuite par l'ordinateur, on a quand même des blocs, des lignes de code qui ont été précodées par l'outil qu'on utilise. Et finalement, nous, on va pouvoir créer une application en assemblant des briques entre elles. Donc, c'est souvent associé, donc le no-code, à quelque chose de très accessible en termes du fait que finalement, ça s'adresse à tout type de public. Il faut savoir que nous, ce qu'on dit, on a un point d'attention dessus, c'est que tous les outils ne sont pas tous accessibles, et donc on va avoir des outils qui demanderont plus ou moins de temps de prise en main. Et puis, finalement, je complète avec une définition du low-code, parce qu'en fait, si vous commencez à vous intéresser au no-code, on associe également souvent le terme low-code.
c'est un petit peu différent puisque le low-code, c'est donc les plateformes de développement low-code, c'est des plateformes qui vont nécessiter une petite part de codage, donc, enfin, une part de codage entre 20 à 30 environ, et qui vont permettre de créer des fonctionnalités qui vont aller au-delà et plus loin que les fonctionnalités génériques qui sont proposées par les plateformes. Et donc, le profil des personnes qui vont utiliser le low-code, il est un petit peu différent du profil dont on a parlé juste avant, puisque ça va être des personnes qui ont des connaissances en code ou des développeurs qui vont pouvoir produire des applications plus facilement et plus rapidement. Donc, on va continuer, poursuivre par une histoire du no-code. Alors, par rapport à l'histoire du no-code, on ne peut pas vraiment donner de date précise sur l'apparition du no-code, mais par contre, on peut vous donner quelques points de repère et dates clés. Donc, vous voyez sur la slide un petit aperçu de l'histoire du no-code depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Alors, en fait, on considère que le no-code existe depuis les années 70-80 avec l'apparition et la naissance des premiers tableurs, et notamment Excel. Ensuite, en 2003, des technologies comme WordPress apparaissent. Donc, WordPress, c'est un outil qui permet de créer un blog sans coder. Et en gros, toutes ces technologies ont contribué à démocratiser l'accès à la création de sites. En 2004, on a un premier signal fort puisque le terme plateforme de développement no-code apparaît dans les résultats de Google Trends. Entre 2012 et 2016, on assiste à l'apparition de technologies no-code telles que Zapier, Airtable, Notion, etc., qui permettent vraiment de créer des sites ou des applications web sans coder et en quelques clics. Et 2019, c'est vraiment l'année phare où on voit l'émergence des outils no-code sur la scène mondiale, car les outils sont devenus un peu plus matures et beaucoup plus fiables. Alors, pourquoi s'initier au no-code? Alors, pour nous, l'apprentissage du no-code, c'est une très bonne façon de s'initier à la programmation informatique aujourd'hui, sans avoir à s'initier au code. Donc, ce qu'on entend par programmation, ça va être le fait de réfléchir donc de façon très structurée à ce que l'on veut que l'ordinateur fasse au travers un langage de programmation qui va souvent être pour les outils no-code finalement une interface, un langage visuel, alors que coder, ça va être l'action d'écrire, donc taper des caractères qui vont écrire du texte facile à utiliser pour l'ordinateur, mais qui est finalement plus difficile à lire pour un être humain. Et l'avantage d'apprendre la programmation sans avoir à coder, c'est qu'on n'aura pas besoin finalement d'avoir les difficultés qui vont être liées plutôt à la syntaxe, mais finalement d'apprendre des concepts tels que et les logiques qu'on peut avoir dans la programmation, comme par exemple les processus itératifs, les boucles, les conditions. Donc, si je réalise cette action ou si un utilisateur réalise une action, alors je veux je veux ouvrir une autre page derrière. Donc, c'est pour nous quelque chose qui est très intéressant avec ces outils no-code. Et puis également, on peut concevoir de manière ludique. C'est des outils qui peuvent être pris en main également dès le plus jeune âge. Donc, c'est aussi un point qui est extrêmement intéressant. Et donc, finalement, pourquoi utiliser le no-code? Alors, on peut utiliser le no-code principalement pour trois raisons. Alors déjà, c'est rapide de passer par un outil no-code. En effet, on estime qu'on peut gagner entre 3 et 6 mois. Ensuite, c'est quand même assez facile, c'est plus facile d'apprendre à no coder qu'à coder. En effet, les outils no-code sont assez faciles à prendre en main. Et enfin, utiliser un outil no-code vous permettra d'économiser de l'argent. Déjà parce que vous n'avez pas besoin de passer par un développeur et aussi parce que les outils no-code ont souvent une partie gratuite qui suffit largement. Cela explique pourquoi de nombreux entrepreneurs et start-upers utilisent le no-code au tout début de leur aventure entrepreneuriale afin de lancer leur projet rapidement et à faible coût. Alors, on va continuer avec un panorama des outils no-code. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette slide, on a énormément d'outils no-code. Il y en a même plein d'autres. Il y a des nouveaux outils qui apparaissent tous les mois. Et il faut savoir que tous les outils vont répondre à des besoins différents.
on va avoir des outils qui vont être très faciles à prendre en main. Ça peut aller de quelques heures, quelques jours, quelques semaines, jusqu'à quelques mois pour les plus complexes, voire plus sur certains. Et on va notamment retrouver des outils qui vont permettre de créer des sites comme Webflow ou Weebly, par exemple, mais également des outils qui permettent de créer des apps, notamment Adalo, Glide et Bubble, dont on va reparler tout à l'heure, des bases de données avec Airtable, qui est très puissant, des formulaires de type Typeform et également Airtable, des API avec Zapier, Parabola ou Integromat, et également des newsletters avec des outils comme Substack. Alors, on vous propose un découpage donc, en cas d'usage, avec des cas d'usage qui sont fréquents, qui vont être la création de sites web, la création d'applications, des formulaires et des newsletters, et finalement de l'automatisation. Donc, de vous présenter des outils que nous, on a pu tester ou qu'on trouve très intéressants, et puis finalement de pouvoir voir des démos avec certains d'entre eux. Alors, quel usage pour le code? Donc, comme l'a rappelé Anaïs, on peut utiliser le code pour créer des sites web. Et à gauche, vous trouverez les outils qu'on a testés et qu'on vous recommande, à savoir Notion, Doric, Card, Softer et Webflow. Alors, Notion, c'est un outil qui n'a pas été conçu à la base pour créer des sites, mais plutôt pour de la gestion de projet, pour un usage individuel ou collaboratif. Mais nous, on l'a utilisé pour créer notre site que vous voyez à droite de l'écran. Aujourd'hui, Notion, c'est un outil qui est hyper puissant puisqu'il permet de faire plein de choses, prendre des notes, gérer des documents, partager des documents, stocker des données, faire de la gestion de projet, créer un CRM, etc. Doric, c'est un outil no-code qui est aussi très facile à prendre en main, qui est très rapide et on estime à peu près à une journée pour un petit peu le maîtriser. Card, c'est une solution alternative à Doric qui permet vraiment de créer un site one page, c'est-à-dire en une seule page. Il est très facile à utiliser et surtout, il n'est pas cher puisque la partie pro est à seulement 19 $ par an. Donc, c'est vraiment pas cher. Softer, c'est notre coup de cœur. C'est un outil no-code qui est hyper accessible et qui est très agréable à utiliser. Et en plus, c'est gratuit. Webflow, c'est la solution no-code par excellence pour créer un site web. C'est un outil qui est très puissant en termes de fonctionnalité, mais il est beaucoup plus technique et demande pas mal de pratique avant de le maîtriser totalement. Alors maintenant qu'on vous a présenté un petit peu les différents outils pour créer un site, on va vous faire une petite démo. Je vais partager mon écran. Alors normalement, vous voyez mon écran. Donc là, on arrive sur le site de Softer. Donc là, je vais cliquer sur Login, donc m'inscrire. On arrive sur mon tableau de bord. Et là, en fait, on a deux choix pour créer un site web. Donc, soit on part d'un modèle qui est déjà créé, donc un template. Et là, je peux cliquer ici pour voir un peu tous les templates qui sont disponibles. Soit on part d'une feuille blanche, et c'est ce que je vais faire. Et dans ce cas-là, je vais plutôt cliquer sur New Application pour créer un site. Donc là, voilà ce qu'on voit quand on arrive sur Softer. Donc là, on retrouve des éléments qui sont à gauche, et ceux qui sont vraiment importants, c'est plutôt pages, parce que ça permet vraiment de créer les pages des sites web. Ensuite, là et là, on a les blocs qui permettent vraiment de créer le contenu des pages. Donc, je vais cliquer. Et là, en fait, on retrouve à droite différents éléments qu'on va pouvoir intégrer. Par exemple, je souhaite intégrer un header. Je vais sélectionner celui-ci. Et je vais cliquer hop, sur plus pour ajouter une nouvelle brique. Par exemple, celui-ci. Par exemple, celle-ci. Donc là, on voit que c'est vraiment hyper simple de créer un site web. Et en fait, Softer marche vraiment par combinaison. Donc, on combine des briques pour ensuite créer un site. Et si jamais je ne suis pas satisfaite, par exemple, de la couleur bleue ici, ou j'aimerais bien changer de photo, je n'ai plus qu'à cliquer ici pour éditer et changer. Je vais retourner sur mon dashboard. Je vais supprimer parce que j'aime bien que ce soit propre. Et en gros, le résultat final,
me donne ça. Donc là, on arrive vraiment sur notre site. C'est vraiment c'est software qu'on a utilisé. Donc, on retrouve l'en-tête ici, un call to action ici, une petite présentation de qui on est, pourquoi nous rejoindre, etc. Nos différentes formations, pour qui, nos partenaires et soutiens, nos 2 petites têtes et la FAQ. Ok, alors je vais reprendre la main. Ok, alors normalement c'est bon. Ouais, on voit ton écran, c'est parfait. Ok, top. Donc, je passe à la slide d'après. Alors, pour la partie qui suit, donc on va regarder les usages, donc les usages no-code en termes d'application. Donc, on peut utiliser le no-code également pour des applications mobiles ou réaliser des progressive web apps. Donc, nous, on a 3 outils qu'on aime beaucoup, qui sont Glide, Adalo et Bubble. Donc, on retrouve à gauche. Donc, Glide, c'est un outil qui est facile à prendre en main. Donc, on va pouvoir réaliser des applications en quelques minutes. On a également une version gratuite qui va permettre de réaliser beaucoup de choses. Enfin, déjà, de pouvoir tester, faire des premiers tests et et ça peut être intéressant quand on veut tester rapidement une idée. On a une communauté active et il faut savoir, donc quelque chose d'assez intéressant, c'est que Glide se base sur une base de données Google Sheets. Maintenant, ils ont d'autres sources. Donc, Google Sheets, c'est ce que vous retrouvez sur le Drive de Google. Donc, c'est des fichiers Excel. Et puis aujourd'hui, ils font des liens. Donc, c'est encore en bêta, mais c'est assez récent, avec notamment des vrais fichiers Excel. Et puis, on a un autre point intéressant avec Glide, c'est qu'il s'intègre assez bien avec d'autres outils d'automatisation, par exemple, tels que Zapier, qu'on verra un peu plus tard. Donc, pour toutes ces raisons, on trouve que c'est peut-être un des outils les plus simples à prendre en main. C'est des applications qui vont ensuite être disponibles via des liens. Donc, je vous montrerai juste après avec une démo rapide de l'outil Glide. Ensuite, on a Adalo. Alors, Adalo, c'est un outil qui est très intuitif et où on va avoir une logique entre les différents écrans de notre application qui ressemble à ce qu'on retrouve dans les outils de prototypage. Donc, ceux qui connaissent par exemple Figma, qui est un outil pour réaliser des maquettes très dynamiques et avec un très beau rendu, on est sur. Moi, je trouve que les 2 outils l'interface d'Adalo me fait un peu penser à l'interface de ces outils de prototypage, et ce qui fait que c'est très facile c'est très intuitif. Et on a aussi un avantage par rapport à Glide, c'est qu'on va pouvoir publier l'application sur les stores. Donc, c'est très intéressant. Donc, derrière, on a pour les personnes un peu plus techniques du React Native, et c'est ce qui fait qu'en fait, on puisse aller ensuite qu'on puisse permettre de le déployer sur les stores. Et finalement, on a Bubble, qui est peut-être l'outil le plus puissant, un des outils no-code les plus puissants, qui permet de réaliser énormément de choses. En application web et surtout mobile. Donc, il y a peu de limites au niveau des fonctionnalités qu'on va pouvoir implémenter avec Bubble. Mais du coup, le côté, finalement, c'est un des outils qui est peut-être les plus difficiles à prendre en main si on veut vraiment utiliser tout ce qu'il propose. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite démo de l'outil Glide. Donc, on avait déjà préparé, en fait, au cours de notre dernier atelier, une application qui était, en fait, une application de restauration où on avait, avec les participants, travaillé sur donc aujourd'hui, pour les restaurants, c'est de plus en plus intéressant de proposer des menus qui soient digitaux, sur tablette ou sur des écrans, un peu comme McDo le fait. Et donc, pour cela, on leur a proposé de réaliser une interface assez simple, assez rapidement surtout.
qui proposait donc de visualiser différentes catégories, de plats, entrées, plats, desserts et à chaque fois de pouvoir stocker, des informations sur ces données qui vont s'afficher ensuite à l'écran. Pour vous montrer l'interface de Glide, donc ça c'est, le site. On va pouvoir se connecter avec notre compte Google. Et en fait, l'interface de Glide, donc après connexion, on va avoir accès à nos applications. Donc moi, j'en avais déjà. Je peux créer une nouvelle application et si je fais ça, donc si je teste new, donc il me propose de créer une Glide app. Je peux la connecter en fait à un Google Sheet. Donc c'est, j'en avais ouvert une ici. Ça va être, un fichier, Excel en fait qui est directement disponible sur mon drive, Google où, ce que j'ai fait, c'est que j'ai stocké toutes les données dont j'avais besoin. Donc en fait, c'est la base de données de mon application. Je saisis des différents plats, différentes catégories, différents prix et des images qui sont associées à chacune. Et en fait, on avait différents, onglets puisqu'on stockait d'un côté les catégories qui vont être entrées, plats, desserts et boissons et de l'autre côté des menus qui étaient, associés aux catégories. Et côté Glide, donc on peut faire, à la création, la connexion avec un Google Sheet ou, directement avec des tables Glide. Donc assez nouveau, mais c'est encore en bêta, enfin en test. Il y a Airtable et Excel qui sont, maintenant disponibles en tant que source de données. Et donc, pour simplifier, je vais choisir Glide, donc des tables Glide. Et ce que ça fait, c'est que ça va me créer une application. Donc là, j'ai déjà une application par défaut. Donc, si je regarde en haut, j'ai la possibilité donc d'être sur une page, donc la page actuelle qui me permet de voir le rendu de l'application. Et je peux aussi accéder à la base de données de cette application. Et donc ça, c'est des données qui ont été remplies, saisies par défaut sur Glide, mais je peux tout à fait modifier, décider que je veux afficher, par exemple, des menus et finalement pouvoir afficher, enfin accéder à l'interface. Et donc, c'est assez intuitif, c'est facile, à prendre en main. On peut travailler sur, l'affichage en décidant, par exemple, de voir des listes plutôt, ou des cartes et cetera. Donc il y a vraiment, une facilité à pouvoir, finalement changer l'interface et le rendu en voyant directement ce que ça donne à l'écran et jouer finalement avec les données qu'on a, intégrées dans notre base de données sur Glide. Et du coup, je vais retourner sur l'application. Donc, c'était, je crois, menu japonais. Donc, c'est ça. Donc, sur l'application qu'on avait réalisée, on avait du coup entrée, plat, dessert. Et puis, on pouvait visualiser les différents plats qu'on avait mis sur notre base de données Excel. Donc là, on voit que je fais le lien. Donc ça, c'est ma base de données et en fait, elle est connectée à un Google Sheet qui était menu application Glide que j'ai montré tout à l'heure. Et alors, une fois que finalement on a créé l'application, on va pouvoir facilement la partager. Donc soit via un lien Glide, donc on voit qu'on a un lien Glide, glideapp.io, donc que je peux partager voilà, assez facilement, soit en partageant un QR code. Donc voilà pour la petite démo Glide. Ah, peut-être un point important avant de finir, c'est des outils, tous les outils qu'on vous présente. Et par exemple, dans le cas de Glide, vous pouvez retrouver la documentation. Donc, sur la page d'accueil de mon More, vous retrouvez une page documentation. C'est souvent, malheureusement, des documentations qui sont en anglais. Je pense que ça va venir petit à petit en français, mais sur ces outils-là, c'est souvent en anglais. Et donc là, on peut regarder, enfin, on peut aller sur les parties qui nous intéressent. Donc, par exemple, Quick Start pour commencer. Et on a des vidéos qui sont assez bien expliquées et des captures d'écran pour expliquer les différentes fonctionnalités. Donc, ce que j'ai expliqué, comment partager une application, comment copier un template, etc. Hop. Alors, je vais reprendre la main.
OK. Alors, avec les outils no-code, on peut aussi faire d'autres choses. Parmi ces choses, on peut créer des formulaires ou des sondages en ligne. Donc là, à gauche, vous trouverez un peu les outils qu'on a testés. En premier lieu, Typeform, qui est un outil très simple à prendre en main, qui est plus est avec un superbe design. À titre personnel, c'est vraiment l'outil que je préfère. Après, le seul bémol, c'est que Typeform est un peu cher et c'est payant. Enfin, c'est payant et un peu cher. L'alternative à Typeform, ce serait Airtable, qui est très cool pour créer des formulaires simples. On a mis une petite capture d'écran d'un formulaire Airtable, donc à droite, un formulaire qu'on avait envoyé à la suite d'un atelier qu'on avait organisé afin de récolter des feedbacks et des avis. Et en plus, Airtable, c'est gratuit. Tally, ça peut être une superbe option aussi, parce que ça permet de créer des formulaires qui sont gratuits. Après, personnellement, je le trouve un peu moins intuitif à utiliser. On retrouve aussi Google Forms, que tout le monde connaît, qui permet vraiment de créer des formulaires qui sont gratuits. Après, niveau design, c'est pas encore ça, et les logiques conditionnelles sont pas si évidentes à mettre en place. La logique conditionnelle, c'est le fait d'afficher ou de cacher des questions en fonction des réponses de l'utilisateur. Par exemple, est-ce que vous êtes étudiant? Oui, non. Si on coche oui, on a telle question, et si jamais on coche non, on a une autre question. Et enfin, on retrouve Jotform, qui est un petit peu comme Typeform. On peut faire pas mal de choses, mais par contre, il n'est pas très intuitif et il demande un petit peu de pratique avant de le maîtriser totalement. Alors, avec les outils no-code, on peut aussi créer des newsletters. Donc, on vous a sélectionné 3 qu'on a testés. Le premier, c'est Substack, qui permet de créer une newsletter gratuite et payante de manière hyper simple et intuitive. On a mis une capture d'écran aussi à droite. Donc ça, c'est vraiment Substack, c'est la plateforme qu'on a utilisée pour notre newsletter à nous. On retrouve aussi Review, qui peut être pas trop mal aussi. Ça fonctionne un petit peu comme Substack. Et enfin, Mailchimp, qui est une plateforme qui a été créée en 2001 et qui permet en fait d'envoyer des newsletters et des campagnes emailing. C'est un petit peu plus qu'une simple plateforme de création de newsletters. Alors, on va continuer avec les outils qui permettent de faire de l'automatisation. Faut savoir que c'est souvent, un cas d'usage dont on peut avoir besoin, donc de pouvoir interconnecter des actions. Donc concrètement, pour donner un exemple avant de présenter les outils, d'automatisation, c'est ce qu'on voit à l'écran. Donc c'est par exemple, se dire quand il y a une personne qui remplit mon formulaire, j'aimerais bien, que ça puisse créer une action, sur Slack, et que ça envoie peut-être à mon équipe une notification. Et toutes ces, actions, en fait, on peut créer un ensemble d'actions, grâce à des outils tels que, Zapier et Integromat. Donc ça, c'est les 2 outils qu'on a sélectionnés donc pour l'automatisation. La différence entre les 2, c'est peut-être que Zapier est, plus simple pour commencer, si on n'a jamais réalisé d'automatisation. On a beaucoup de templates, qu'on peut utiliser, donc c'est des cas d'usage qui sont, fréquents et il y en a tellement que finalement, souvent ça répond, à 80 des besoins. On a beaucoup d'intégration, donc d'applications dans leur catalogue. Donc il faut savoir qu'on peut aller sur le site de Zapier si vous avez un intérêt par rapport à l'automatisation, vous pourrez regarder dans leur catalogue toutes les applications qui sont, disponibles, telles que Gmail, Google Drive, Slack et cetera. Et donc c'est des catalogues très, très riches et Integromat va être plus difficile au niveau de la prise en main, mais il permet d'aller plus loin et il permet, finalement de faire plus de choses que Zapier. On a une partie, pareil sur le site d'Integromat, on a une partie où on peut voir un peu toutes les applications disponibles et on peut voir qu'ils font des choses plus spécifiques avec, par rapport à Zapier qui est très, au niveau de l'UX, axé vers des choses très intuitives. Au niveau d'Integromat, on est sur une logique de développeur. Donc on va retrouver des actions comme, les itérations, qui sont des concepts qui vont peut-être plus parler à des personnes qui ont, déjà réalisé en fait moins des automatisations en codant par le passé. Ça peut aussi être des personnes qui ont beaucoup utilisé Zapier et qui veulent aller encore plus loin ou répondre à des besoins très spécifiques.
Et puis pour finir, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sites, qui aujourd'hui sont faits en no-code. On va vous en présenter quelques-uns. Oui, alors ça, c'est vraiment deux exemples de startups qui ont utilisé le no-code à leur tout début pour des raisons de simplicité, de rapidité et de coût. Donc, le premier qui est à gauche, c'est Comet. Comet, c'est une startup française qui a été créée en 2016 et qui met en relation des freelances avec des entreprises. Ce sont trois cofondateurs qui n'ont aucune compétence technique et eux, ils ont commencé par utiliser Bubble combiné à du Zapier. Ensuite, sur la partie de droite, on retrouve Cure, qui est également une startup française qui a été créée en 2019 et qui propose des compléments alimentaires 100% personnalisés. Et eux ont opté pour l'option Bubble. Alors, on a fait le tour, finalement de ce panorama, d'outils. Alors, si vous voulez, venir, alors on vous invite à vous inscrire au forum Femmes et Numérique, donc qui aura lieu le 8 mars. Donc il y aura des conférences, des ateliers, et plein d'autres choses. Si vous êtes intéressé par, le no-code, on va animer un atelier pratique pour la création d'un site web, où en fait l'idée c'est de pouvoir no-coder en direct, l'application. Donc, je pense qu'on va partager le lien de l'Eventbrite directement, dans la conversation, dans le chat. Si, Oui, c'est fait. ouais, bon bah top. Et du coup, merci pour votre attention. Donc si vous voulez nous contacter, on est disponible via l'adresse mail, lesnocodeuses@gmail.com, et sinon directement via notre site internet, lesnocodeuses.fr. Je reviens pour un instant. On On a t'attendait. eu pas mal de questions qui ont été posées durant la présentation. Donc, je vais les reprendre un petit peu au fur et à mesure, comme ça, vous n'avez pas besoin de suivre où on en était. Donc, la première question, c'était est-ce que une borne sur PowerPoint peut être considérée comme, comme du no-code de Arlinda? Alors, j'ai pas entendu le début de la question. Est-ce qu'une borne sur PowerPoint peut être considérée comme du no-code? Qu'est-ce qu'on appelle une borne? Moi, je ne connais pas. Moi non plus, je vois ne pas sais non pas plus. trop. Alors, on passe à la suivante. Arlinda, si tu veux mettre des précisions sur ta question dans le chat, n'hésite pas. Alors, la question de Tilia ensuite, c'était quelles sont les plateformes les plus intéressantes no-code pour créer son site web, plus simple à prendre en main que WordPress? Ça, on a répondu. Mais surtout, sa question, c'était quelles sont celles qui sont gratuites ou à très faible coût? Donc, parmi celles que vous avez montrées, est-ce qu'elles ont toutes une version gratuite? Alors nous, pour le coup, celle qu'on avait, celle sur laquelle on a fait un accent, c'était Softer, qui a une version gratuite et nous qu'on trouve très intéressante parce que, donc dans notre cas, on a créé le site lesnocodeuses.fr. On avait déjà le nom de domaine, mais il faut savoir qu'on a pu relier le nom de domaine qu'on avait déjà acheté, sans coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on tape, on peut accéder à notre site, sans avoir à payer, régulièrement, un abonnement Softer. En contrepartie, on a par contre le Made with Softer, qui apparaît, mais vraiment en bas, en petit. Donc, si vous voulez aller sur des versions payantes, vous pouvez aussi, et du coup, vous aurez plus cette contrainte. Et sinon, au niveau des sites web, ça va aussi dépendre de ce qu'on veut réaliser. Si c'est plutôt de la landing page, comme avait présenté Elina, nous, on va conseiller plutôt Card ou Doric. Et puis après, en fonction de la complexité du site web qu'on veut créer, on va plutôt conseiller des outils comme Webflow. Donc, Elina, je peux te laisser si tu veux compléter la réponse. Tu as tout dit, donc non, c'est top. Okay, top. L'autre question que l'on a, c'était est-ce que l'on peut créer, avant d'avoir déposé un nom de domaine et trouver un hébergeur, sur les différents outils que vous avez présentés, donc par exemple Softer? Alors,
On ne l'a pas fait, nous, pour Software, mais il me semble qu'on peut faire réserver le nom de domaine. Ça, c'est à vérifier. Je sais qu'il y a des outils no-code qui permettent directement de pouvoir, finalement, de pouvoir réserver le nom de domaine. Donc oui, c'est possible. Après, ça dépend des outils. Oui, et nous, on recommande plutôt d'abord d'acheter un nom de domaine sur des plateformes vraiment spécialisées comme Gandhi et ensuite de de faire la liaison entre le nom de domaine et, je ne sais pas, Car, Doric ou Softster. Du coup, est-ce on a la possibilité de s'entraîner peut-être avec ces outils avant d'avoir un nom de domaine? Oui, 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 bien sûr, on peut s'entraîner dessus. On aura, par exemple, je ne sais pas moi, socialbuilder.softer. Quelque chose, quoi. Ouais, exactement. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait pour notre site web au début. Donc, on avait un lien .softer.fr et puis finalement, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas le connecter directement. Alors, on avait le nom de domaine, mais pourquoi pas, deuxième étape, le connecter. Mais c'est vrai que ça nous permet d'être plus indépendant des plateformes. Si demain, on veut passer sur une autre plateforme, on peut rapidement récupérer le nom de domaine et on n'aura pas de difficulté à switcher. L'autre question qui est revenue quelques fois, c'est est-ce que l'on peut faire du e-shop avec ces applications? Oui, 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 on peut faire du e-shop avec ces applications. Et tu avais répondu que Software n'était que en anglais à votre connaissance. L'orthographe de card, c'était C-A-R-R-D. Et après, donc, quelle est la différence entre un site clé en main du type Wix et pourquoi le no-code est si peu répandu? Quels sont les aspects négatifs? Alors, Wix, c'est un outil qui est pratique parce que qui intègre un peu tout. Après, nous, on ne le recommande pas pour plusieurs raisons. Mais déjà, le code généré n'est pas super au niveau SEO. Après, peut-être qu'ils se sont améliorés depuis. Ensuite, on ne peut pas changer de template, c'est-à-dire que quand on va sur Wix, on peut choisir un template qui est déjà défini. Et si par exemple on souhaite changer au bout de 2-3 mois parce qu'on n'aime plus ce template, il faudra tout recommencer. Donc, c'est vraiment pas pratique. Et aussi, je trouve que, enfin, un petit perso pour avoir testé Wix, c'est beaucoup moins intuitif que Software. Par exemple, là, Software, durant la démonstration, on pouvait vraiment coller, enfin, combiner des briques. C'est beaucoup plus simple, alors que Wix, il faut vraiment cliquer sur chaque carré. Enfin, c'est vraiment pas intuitif. Mais après, c'est vraiment un avis très personnel. Et du coup, quels sont les aspects négatifs du no-code selon vous? Alors, les aspects négatifs, je vais reprendre la main. En fait, ça va varier forcément en fonction des outils. Mais pour nous, pour certains projets, ça va pas forcément, le no-code ne va pas forcément être la meilleure solution. Ou alors, ça peut être parce que, à un certain moment, on va être limité par ce que proposent les plateformes. Et c'est un peu ce qu'on voit dans certaines startups, c'est qu'ils vont créer toute leur application en no-code. Et puis, à un moment donné, peut-être parce qu'ils veulent des fonctionnalités très particulières, ils vont avoir besoin de passer sur des outils, enfin de coder. Donc pour nous, ça va être des limites techniques, mais ce n'est pas des limites qui vont exister pour tous les projets, encore une fois. Donc il y a des il y a des projets qui peuvent être réalisés 100% en no-code sans problème et durer dans le temps. Et puis, il y a le côté, peut-être un autre côté, une limite du no-code, c'est la dépendance vis-à-vis des plateformes, puisque du coup, c'est ce qu'on disait, le code donc il y a bien un code qui est généré, donc c'est précodé, donc c'est souvent des briques précodées par les outils qu'on utilise, et il faut savoir que ça leur appartient. Donc, c'est vrai qu'on a une dépendance. Si demain, ces outils, j'ai un abonnement qui coûte 20 €, c'est possible que la plateforme décide d'augmenter ses tarifs. Et donc, je serais obligée aussi de m'adapter à ça. Donc, il y a le côté, c'est un des inconvénients, on va dire, des outils no-code. Et donc, on a après une autre question. Je vois qu'il y a plein de réactions en dessous, mais moi, j'essaye de dérouler. Donc, si jamais il y a de l'instantané, les filles, n'hésitez pas à reprendre. Mais sinon, j'ai la question. Vous montriez sur la démonstration avec Glide ou avec les autres outils qu'il y avait des images qu'on intégrait. Caroline demandait comment on fait lorsque les images ne sont pas en ligne.
Donc, quand elles ne sont pas mises en ligne, enfin, qu'elles n'ont pas un lien pour les mettre en ligne. Alors, nous, on utilisait des images qui sont en ligne, c'est-à-dire que soit tu vas sur Google Images et tu fais un copier l'adresse de l'image, donc il faut quand même que tu aies un lien. Et d'ailleurs, on utilisait souvent Unsplash pour avoir des images libres de droit, pour ne pas avoir de soucis. Donc, on n'a pas eu cette problématique. Je ne sais pas si tu penses à quelque chose, un cas précis. Caroline fait partie de nos entrepreneuses, donc elle crée aussi des choses elle-même, donc ça peut être ses propres photos, je pense. Enfin, Caroline, n'hésite pas à réagir, hein. Ok, parce que c'est dans le cas si c'est des propres photos, nous, ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'on mettait tout sur le Drive et qu'on récupérait l'adresse des images depuis le Drive, en fait, le lien qui... Ensuite, une autre question un peu dans le même genre assez pratique, c'est est-ce que l'on peut s'affranchir des règles de normalisation de la base de données avec ce genre d'outils quand on a un Google Sheet qu'on met en lien? Alors, Elina, je ne sais pas si tu veux reprendre. J'ai pas écouté. J'essaie de répondre aux réponses, aux questions, pardon, dans le chat. La Ok, question, alors, c'était est-ce qu'on peut s'affranchir des règles de normalisation de la base de données avec ce type d'appli ou à ce type de service? C'est-à-dire par rapport au RGPD ou par rapport à la sécurité ou à quoi Je ne sais pas, je pense que c'est peut-être plutôt avec vraiment la mise en forme, mais je ne suis pas sûre. C'est Lucie qui a posé la question. Mais donc, si Lucie, tu peux préciser ta question, on voit la suite. Ensuite, il y avait Lucie toujours qui posait la question sur est-ce que vous avez un avis sur Google Sites pour la création de sites Internet? Alors moi, je sais que c'est pas mal d'avoir une page Google Business parce que comme ça, on est référencé. Après, Google Site, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne pourrais pas dire. ouais, moi non plus, ce n'est pas un outil qu'on a utilisé. Alors, ensuite, c'était les questions sur la newsletter. Est-ce que les outils sont gratuits et est-ce qu'ils peuvent faire des newsletters? Donc, ils ont tous une version gratuite, j'imagine, pour les outils newsletter. Oui, 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 les newsletters ont une partie gratuite qui suffit. Après, voilà, si on a énormément de volume, etc., oui, potentiellement, il faudra passer sur une version payante, mais oui, on a toujours une partie gratuite. Ensuite, on a une question d'Alexandra qui est un petit peu plus liée aux impacts de ces outils. Est-ce que le no-code intègre des précaux d'éco-conception, des recommandations d'éco-conception? Alors, sur ce sujet, malheureusement, je ne saurais pas te répondre parce qu'on ne sait pas, on n'a pas creusé le sujet. D'accord. C'était aussi la question de Marie-Noël. Ça fera l'objet, je pense, Ouais, non. de futures références. Je suis sûre que sur votre newsletter et à terme, dans les informations que vous partagez, ça viendra. Pour celle qui posait la question, s'il y aura un replay, il y aura bien sûr un replay. C'est un cours d'enregistrement. Pour le 8 mars, vous pouvez vous inscrire à partir du moment où vous êtes demandeuse d'emploi. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà. Ensuite, je crois qu'on a rattrapé. L'atelier dure le 8. Combien de temps, les filles? Alors, c'est 1h15 d'atelier. D'accord. Bah, après, voilà, le programme est sur toute la journée. Donc, n'hésitez pas à quand même faire toute la journée. Il y a plein d'autres choses qui sont très sympas. Ah, voilà, j'ai retrouvé la réponse d'Arlinda. Une borne support PowerPoint permet de faire des liens entre les diapositives, mais aussi faire jouer des animations. Donc, elle demandait si ça, c'était considéré comme du no-code. Du coup, je pense que tu parles d'animation, de slide. Alors moi, je ne le considérerais pas comme du no-code parce qu'on est vraiment sur ce qu'on va... Enfin, ouais, je ne le considérerais pas comme du no-code parce que souvent, on pense plutôt à des outils qui, il y a quelques années, ne pouvaient pas être conçus sans coder. Donc, c'est vrai que ce ne serait pas forcément un outil auquel je penserais. Ouais, voilà.
D'accord, merci. Alors, je vois vraiment qu'il y a beaucoup eu de réponses, donc je suis désolée, on les fait l'une par une. Le 8 mars, malheureusement, si, c'est limité aux femmes en recherche d'emploi, demandeuses d'emploi inscrites à Pôle emploi. Elina, j'avais mis que tu avais dit l'accès est pour tout le monde, mais malheureusement, oui, c'est aux femmes en recherche d'emploi. Ensuite, on avait Alexandra qui demandait pour un e-shop, quelle serait la plateforme que vous conseillez? Si vous avez des recommandations, bien sûr. Alors, pour un e-shop, il y a Shopify et sinon Gumroad, ça peut être pas mal. On avait testé Gumroad pour notre site. Et Gumroad, c'est gratuit. Ah oui, je vais le taper. Ensuite, Fanny nous demandait pour une débutante en code, quelles sont les étapes pour créer son site d'entrepreneur? Conseillez-vous avec des exemples concrets des plateformes? Donc là, c'est un peu toutes les plateformes que vous aviez présentées finalement. Oui, ouais. Je pense que là, tu as le choix. Mais je te conseillerais plutôt des outils qui sont faciles à prendre en main. Donc, ce qu'avait dit Elina, c'était plutôt des outils comme Card qui seraient top, en fait, si tu veux, pour commencer pour une landing page. Ensuite, j'ai vu qu'Elina a répondu à certaines questions. Est-ce qu'il y a une possibilité de créer une plateforme LMS, donc Learning Management System, avec un nom, avec le no-code? Est-ce que vous savez? Alors, moi, je ne sais pas. Donc, je préfère pas répondre. Ouais, bah non plus. Alors, je sais qu'il y a des outils comme, si tu veux faire une LMS, comme 360 Learning, qui sont pas mal pour t'aider à structurer ta formation. Donc, c'est plutôt ça que je te conseillerais si tu n'as pas encore commencé à regarder les outils. Ouais, niveau LMS. Une autre question, désolée, on en a vraiment eu beaucoup. Est-ce qu'il existe du no-code open source? Alors, moi, il me semble que oui. Après, je ne pourrais pas te donner les noms de ces outils, mais je sais que oui, ça existe. Alors oui, on n'en a pas parlé, donc c'est vrai qu'on n'a pas d'outils en exemple dans les slides, mais il y a bien Enfin, il faut regarder sur Internet, il y a bien des outils open source. Lucie nous répondait pour la base de données, donc c'était par rapport au formalisme pour la saisie vraiment de données, donc j'imagine que ce soit harmonisé, que ce soit tout dans le même format. Est-ce qu'on peut s'abstenir de ces règles-là pour créer donc les applis ou les différents sites via Google Sheets, ou il vaut mieux vraiment utiliser les règles de la saisie de base de données? Alors, du coup, je pense que je comprends ta question. Il y a quand même une structure à respecter. Donc, c'est-à-dire que si tu veux rentrer des prix, tu vas plutôt suivre une certaine nomenclature à chaque fois dans tes résultats et pas mélanger en gros mélanger des entiers, des chaînes de caractères, etc., des photos, enfin, plein des choux et des carottes, entre guillemets. Donc, il y a quand même une certaine structure à respecter. Une question qui revient un petit peu régulièrement, c'est est-ce que l'on peut faire du no-code avec WordPress si on regarde des tutos ou on se forme par soi-même? Est-ce que c'est vraiment très compliqué pour des amateurs? Et surtout, est-ce que du coup WordPress est considéré comme l'équivalent de Wix, par exemple? Tu veux répondre ou je réponds? Je peux te laisser la main. WordPress, effectivement, ça peut être considéré comme un outil no-code, puisque ça permet vraiment de créer des sites. Après, s'il y a quand même une partie un peu plus technique derrière, alors que sur des outils comme Dorico Software, au final, on a entre guillemets juste à s'inscrire, à connecter potentiellement un nom de domaine si on a déjà, et ensuite, on ne gère pas toute la partie hébergement, etc. Donc, c'est un peu plus pratique d'utiliser des outils no-code classiques, entre guillemets, plutôt que WordPress. Et après, est-ce que WordPress est l'équivalent de Wix? Peut dire c'est à peu près dans la même catégorie d'outils, quoi, entre guillemets. Après, nous, on recommande pas trop WordPress et Wix parce que c'est plus
difficile à prendre en main, enfin plus difficile, moins intuitif à prendre en main. J'avais une question sur le SEO. Est-ce que ces outils rendent le SEO moins bon, meilleur? Est-ce qu'il y a des trucs et astuces aussi à prendre en compte pour avoir un bon référencement? Alors normalement, tous les outils qu'on a cités, comme Doric ou Softer, sont SEO friendly. C'est vraiment l'une des... enfin, vraiment, quand on arrive sur le site, c'est l'une des premières choses qu'on voit et qui nous intéresse aussi forcément, hein, parce qu'on ne va pas prendre un site qui est mal codé, entre guillemets, comme Wix, par exemple. Donc oui, normalement, ils sont SEO friendly. Et ensuite, on avait une question de Marie qui demandait, est-ce que c'est possible de combiner les différents outils no-code? Par exemple, un site avec un outil, une newsletter avec un autre. Alors oui, complètement. Donc dans l'exemple qu'on partageait, on avait fait par exemple un test où on réalise la landing page avec Notion. Donc Notion, c'est pas du tout l'outil auquel on va penser pour créer des landing pages, mais en fait on peut très rapidement, en quelques minutes, donc avec une logique par bloc. Donc on a réalisé notre landing page, on récupère le lien Notion qu'on peut partager. Et en fait, sur cette page, on avait ajouté un bouton pour se connecter à notre newsletter Substack, des call to action, enfin même un formulaire Airtable, donc que les personnes pouvaient renseigner, et donc tout au sein de Notion. Donc c'est là où on peut voir en fait qu'on a la possibilité d'interconnecter très rapidement plusieurs outils. Donc oui, c'est possible et c'est un gros plus pour nous. Ensuite, on a eu plusieurs questions sur le no-code en français. Est-ce que peut-être, là je pense qu'on n'aura pas le temps de dérouler tous les outils, mais est-ce que peut-être vous pourriez envoyer à la suite de ce webinaire, je vais envoyer un récap, peut-être mettre dans votre présentation quelques noms d'outils qui ont des traductions en français pour celles qui ne maîtrisent pas forcément l'anglais. Alors Notion vient d'être traduit en français, donc ça c'est hyper cool. Après, tous les autres outils sont en anglais pour l'instant. Je vois qu'il y a des questions sur le 8 mars. La programmation va être affichée sur les réseaux sociaux dans la semaine. Donc, vous aurez le programme détaillé en suivant Social Builder ou en vous abonnant à notre newsletter. Ensuite, Alexandra nous demande, est-ce que vous avez des exemples personnels d'utilisation d'automatisation en gestion de projet, par exemple? Des automatisations que vous appliquez vous-même? Alors, un exemple d'automatisation, nous, ça va être par exemple quand donc on a un call to action dans notre site web qui est donc pour pousser les personnes qui visitent le site à laisser leur adresse mail. Et en fait, derrière nous, on met une automatisation pour que quand la personne laisse son adresse mail, nous, on reçoive un mail en fait pour nous notifier qu'il y a bien une nouvelle personne qui s'est inscrite. Et on va sur donc sur Airtable qui nous permet d'avoir la base de données avec toutes les personnes qui sont inscrites. Donc voilà un exemple simple d'automatisation qu'on utilise au quotidien. Il y avait une question, est-ce que vous avez déjà lancé une appli payante sur le marché avec des outils no-code? Alors non, c'est possible. Faut savoir que, par exemple, Glide est utilisé par des personnes pour lancer des applications payantes. Donc, c'est possible. On ne l'a pas fait, nous, personnellement. Mais oui, on peut. Ensuite, on a une question. Est-ce qu'avec les outils no-code, c'est possible d'avoir la possibilité de payer une prestation et de manière sécurisée? Donc, j'imagine que comme on paye des développeurs, d'avoir des développeurs no-code. Oui, on peut avoir des développeurs de code. Après, le no-code commence à se structurer, etc. Mais c'est vrai que on voit pas mal de différences de niveau. Donc, c'est plutôt là, c'est plutôt là le problème, entre guillemets. Après, on peut vous recommander aussi des gens qu'on connaît qui ont une expertise dans le no-code, si besoin. Est-ce que la mise en ligne via ces outils est instantanée? Alors oui, si on entend mise en ligne de l'application, c'est instantané, c'est hyper rapide. Donc il y a des applications comme Glide où en fait, c'est des applications
qu'on appelle what you get is what you see is what you get. Donc en gros, en fait, on voit en live ce que le rendu de l'application et on peut appuyer sur publier. Donc c'est juste un bouton, ce qui fait qu'on peut, on peut directement modifier. Dans le cas de Glide aussi, on a la possibilité de modifier le Google Sheet et en fait, on a quasiment en instantané la base de données qui est mise à jour. Ensuite, on a la dernière question. Je crois qu'on a rattrapé toutes les questions. Pour les analyses de trafic sur les sites et pour l'analyse de votre site, est-ce que vous pouvez, enfin, quels outils vous utilisez? Alors pour l'instant, nous, on utilise Google Search Console et Google Analytics parce que ça répond à nos besoins. Après, on peut bifurquer vers des outils plus puissants, mais payants. Et pour l'instant, c'est pas notre objectif. Ensuite, il y a une question d'Alexandra, je ne suis pas trop sûre. Elle dit, pour la mise en ligne, est-ce que c'est disponible aux utilisateurs externes dans le cas d'un site web, par exemple? Alexandra, si tu veux préciser ta question, n'hésite pas. En tout cas, les filles, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On a fait beaucoup de questions-réponses et de ping-pong comme ça. Je pense que ça a servi de bonne base pour beaucoup de monde aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à suivre les no-codeuses, à aller regarder. Ensuite, ça y est, j'ai la réponse d'Alexandra. Il disait, est-ce que le no-code permet que le site soit directement en ligne? Et oui, Alexandra, c'est tout le but. Le site, il est créé et il se met en ligne directement. Donc, voilà, on a encore des remerciements. Merci à toutes d'être venues et à tous d'être venus. Donc, merci à Anaïs pour l'exemple d'automatisation de données. Est-ce que l'automatisation a été construite par vous-même? Donc, sur l'exemple que tu as donné d'automatisation. Oui, alors du coup, c'est nous qui l'avons créé, mais il faut savoir que via ces plateformes, c'est très, très simple. Donc, on peut dire que c'est assez intuitif. Donc, c'est un peu l'avantage. On va passer plus de temps à réfléchir à quelles sont les actions qu'on va réaliser. Où là, c'est intéressant de bien réfléchir au workflow que sur la conception, parce que que la réalisation via software qui était assez simple. Super. En tout cas, merci à toutes et merci à vous deux, Elina et Anaïs, d'être venues, d'avoir réalisé ce webinaire. Ensuite, là, je reprends la main, je reviens sur l'écran. Donc, vraiment, un grand plaisir de vous avoir toutes eues aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur nos prochains événements. Donc, il y en aura le 21 mars prochain sur le RGPD et par où commencer, par exemple, pour celles que ça peut intéresser justement pour la création de leur site et sur la création de leurs outils. On aura le 8 mars, bien sûr, où on vous attend nombreuses. Et sinon, une fois par mois, on a ces webinaires-ci. Et voilà, et plus pour certains membres de la communauté. Donc, n'hésitez pas à continuer, à aller voir les no-codeuses. Et à très vite. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.